Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous chez HiFlow consacré à la relation entre l'art et la technologie et comment cette relation nourrit et impacte notre société de façon constructive, de façon positive, ou en tout cas la questionne. Je m'appelle Zelda Chauvet, je suis journaliste et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce rendez-vous. Vous l'aurez compris, c'est une question qui est importante aussi parce que ça fait partie de l'ADN de HiFlow de questionner cette relation entre le champ artistique et celui de l'innovation et de l'économie. Et nous avons la chance d'avoir 4 intervenants ce soir qui vont nous donner entrée par différentes portes pour explorer cette thématique. Je vous propose de plonger dans le vif du sujet avec la première d'entre elles. Il s'agit d'Erin Rose Sullivan, qui est coprésidente de l'association Creative Plus, mais qui est également à la tête des questions muséales et d'héritage culturel pour Surreal. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Et la télécommande. C'est 2 choses. Une petite chose à dire. Ça va avec le son, avec ma voix? OK. Tout d'abord, comme vous pouvez constater, je ne suis pas francophone, donc peut-être il faut teindre vos oreilles. Et je n'ai pas toujours l'habitude de faire les présentations en français, mais on verra ce que ça donne. Creative Plus, c'est une nouvelle association basée à Genève pour fédérer l'ensemble des industries créatives. Et il y aura plus des informations sur l'année prochaine pour nos activités, mais il y a déjà un site web pour fédérer, valoriser et promouvoir l'industrie créative sur Genève. Aujourd'hui, par contre, je vais donner un exemple culturel plutôt que créatif, mais bien sûr, la manière qu'il transforme ces créatives et c'est pour un impact sur leur business, leur avenir. Donc, je vais parler du musée parce que, en général, les musées et l'art et en fait, le croisement avec les jeux vidéo, c'est très intéressant et c'est très important parce que les musées, les institutions sont très conservateurs. Et en fait, cette année, ou 2020, c'était une période bouleversante pour eux. Et le fait qu'ils arrivaient de changer et adapter, je pense, c'est très intéressant pour les autres industries créatives. Et il y a des exemples de voir s'ils peuvent faire ces changements fondamentaux. Il y a des choses à apprendre. Donc, on va parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils font pour ces transformations, les rôles des NFT. Bien sûr, vous allez parler des NFT et l'art sur la prochaine intervention. Donc, on fait une petite avant-première de ça, j'imagine, et ce qui va venir et le pourquoi. Donc, la situation telle comme il est maintenant, bon, 2020, c'était une année terrible. C'était une baisse de 70% des visitateurs au musée dans le monde entier. Même sur 2021, bien sûr, avec les réouvertures, avec un peu la baisse de pandémie, il y a les possibilités de visiter les musées, mais ce n'est pas du tout le même niveau comme avant. C'est autour de 30% versus le 100% avant. Et il y avait une étude sur les musées dans le monde, combien vont fermer. Ils ont pensé qu'il y aura 30% qui vont fermer. En fait, c'est que 15% qui vont définitivement fermer. Donc, d'une certaine manière, oh oui, c'est que 15% parce qu'ils ont prévu 30%. Et quand même, c'est 15% des musées dans le monde. Aussi, avec les audiences, il y a ça comme impact, mais aussi le fait que les musées, comme j'ai dit avant, c'est une situation où les visiteurs de ces musées, c'est les gens plus âgés. Il ne fait pas le nécessaire pour changer, pour adapter, pour accueillir les nouveaux, les jeunes. Donc ça, c'est aussi un stress, même avant la pandémie. Donc il y a une baisse de 2 ou 3% des visiteurs chaque année avec les musées. Si on parle de technologie,
Bon, ce n'est pas un domaine où ils cherchent les nouveautés dans la technologie. Ils sont assez conservateurs. Les musées sont plutôt protégés et pas partagés. Donc, où ils investissent, c'est un peu de protéger leurs choses. Donc, c'est jamais le geste de vraiment chercher les nouvelles technologies. Et ils n'ont souvent pas même les équipes pour développer dans ces domaines. Et les attentes. Comme j'ai dit avant, les visiteurs des musées sont, bon, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus âgés parce que les attentes des jeunes, c'est différent. Là, j'ai un millennial, mais en fait, ceux qui cherchent la possibilité d'acheter facilement un billet, d'avoir les expériences digitales, physical et digital, donc les deux sortes d'expériences, une sorte d'interaction avec les choses, un peu comme les expériences dans les jeux vidéo. Donc, il y a un écart entre les attentes. 2020 et début de 2021, c'était une période pour regrouper et repenser, d'avoir une vue sur les jeunes, parce que ça, c'est la prochaine audience pour eux, la prochaine cible. Donc, avoir un certain égard sur ces jeunes. Il faut revoir la narration de leurs expositions et comment faire interactive aussi. Et c'est réévaluer les technologies pour pas seulement promouvoir ces expositions, mais aussi pour les soutenir online et offline. Et si on voit, donc, les musées, dans 2020, ils ont essayé beaucoup. On dit en anglais, they threw a lot of shit at the wall to see what sticks. En 2021, c'est un peu OK, on a testé beaucoup de choses et maintenant, on va développer plus. Donc là, on voit les musées qui ont la prévoyance, l'agilité pour réagir et l'innovation. C'est vraiment les piliers fondamentaux pour l'avenir. Là, j'ai donné certains exemples. Là, le premier, c'est avec l'ACMA, Los Angeles County Museum. Là, ils ont travaillé avec Snapchat, que si vous connaissez bien. Ils ont pris certaines sculptures, ils ont amené ça en augmented reality, un peu autour, dans les parcs, dans les domaines publics, les espaces publics, pour que les gens puissent les voir et avoir une expérience avec. Agilité, j'ai un exemple de le musée Cowboy Museum en Oklahoma. Avec la fermeture, ils ont décidé de faire toute une campagne médias sociaux avec le monsieur de sécurité au musée. Et en fait, il a développé tout un compte et son interaction avec l'exposition. Et ils ont augmenté leur following et l'interaction d'une audience 10 fois plus qu'avant. Innovation avec les musées qui commencent à utiliser les nouvelles technologies pour vraiment avoir ces interactions avec leurs audiences. Là, j'ai le Stadler Museum et je vais parler un peu plus de ça. Donc pendant cette période où c'était une incertitude et fondamentaux chez les musées, il y a un autre monde qui a cartonné comme jamais, c'était les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'était vraiment une période, ils ont gagné autour de 180 milliards de dollars, 174 en 2020 et 180, c'est prévu pour cette année. Il y a autour de 2,7 milliards de joueurs dans le monde. La moitié sont dans les jeux mobiles et en grande partie, la moitié avec les jeux mobiles, la grande partie, c'est les femmes dans ça. Et l'année passée, les plus grands détracteurs est devenu les plus grands gens qui le soutiennent. Par exemple, là, j'ai le World Health Organization qui, en 2019, a dit que les jeux vidéo sont addictifs et ça crée les accros aux jeux et vraiment, il y a des conséquences négatives. 2020, 9 mois plus tard, il parle de l'importance de jouer ensemble, l'importance pour garder la connexion à travers un jeu pour la santé des gens dans le monde entier et parce que c'était une manière d'avoir une sorte de connexion. Donc de voir un changement comme ça
faccia volte, c'est vraiment surprenant. Donc, de voir ces deux mondes vraiment écartés, qu'est-ce que le musée peut apprendre des jeux vidéo, par exemple? Bon, comme j'ai dit, les audiences changent. Il faut développer, il faut changer avec les audiences. Et bien sûr, il faut dire, tous les jeunes jouent au jeu dans une manière ou l'autre, soit dans une manière casuelle, peut-être plus en profondeur, mais ils jouent tous. Donc, il faut comprendre ces audiences, et ça, c'est vraiment une nouveauté pour le musée, pour un peu aller vers une audience et comprendre leur audience. Et ça, c'est ce qu'on peut apprendre des jeux. Là, avec les jeux, il faut aller où sont les jeunes. Il faut aller sur leur application, leur plateforme et avoir cette interaction avec eux. Il faut engager avec eux et avec un sorte de continent qui leur parle. Et vraiment utiliser les technologies qui aident d'amener les nouvelles histoires, les narrations à travers toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment une compréhension d'audience et développer autour. Donc, c'est vraiment une manière complètement différente qu'avant. Et vraiment, le musée lui-même, comme expérience physique, devrait être juste un bout, une partie de l'expérience en total. Donc, ça, de nouveau, ça, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Donc, si on imagine trois choses à apprendre de ça, c'est vraiment d'avoir une compréhension de marché, une compréhension de consommateur, et avoir l'interactivité parce que toutes nos expériences autour de nous sont interactives. Et aussi imaginer digital, donc c'est faire ce pont entre les choses réelles et les choses digitales. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exemples cette année où les musées ils ont essayé des nouveautés pour attirer les jeunes, pour attirer une audience, pour faire le lien à travers les écrans. Le Stadtmuseum, ils font beaucoup, mais là, j'ai pris un seul exemple. Ils ont fait une sorte de Tinder app avec leur exposition. En fait, ils ont développé l'app avec toute l'exposition dedans et vous pouvez décider les choses que vous aimeriez bien voir dans le musée en faisant swipe left, swipe right. Et là, vous trouvez les articles, les objets, les sculptures que vous aimez bien. Et en fait, il fait tous les chemins dans le musée pour le retrouver et avoir plus d'informations là-dessus et pour comprendre mieux les choses qui vous intéressent le plus. Et aussi, ça crée de nouveau une sorte de lien avec les choses plus profond qu'autrement. Van Gogh, il y avait plusieurs choses en 2020 et 2021 avec Van Gogh. Je me demande, après une période d'isolation, si nous, les êtres humains, avons plus d'affinité avec Van Gogh pendant cette période plus que jamais. Donc là, il y avait le Van Gogh Immersive Experience. Donc ça cartonne dans toutes les villes aux États-Unis où vous entrez dans le monde, une sorte de monde de Van Gogh. Et avec 200 holographiques, les vidéos, reconstruction de sa chambre et aussi une expérience virtuelle. Donc les gens peuvent vraiment une expérience en profondeur d'une pièce, pas seulement une pièce, mais toutes ces pièces de sa vie. Donc aussi, avec le musée en Hollande, il travaille avec le WeChat pour connecter à l'audience en Chine. En fait, Jing et plusieurs plateformes ont bien travaillé avec beaucoup de musées en Europe pour connecter leur audience à ces musées pendant ces périodes. Avec beaucoup de virtual visits chez British Museum ou Rijksmuseum. Mais avec l'audience chinoise, ils ont développé un feature avec WeChat pour pas seulement acheter les billets, mais aussi de faire les selfies dans une manière Van Gogh. Donc, ils ont essayé de faire plusieurs choses, de toujours garder la connexion avec l'audience, même s'ils ne peuvent pas voyager. Tencent, c'est une grande société, j'imagine que vous connaissez bien, surtout dans les jeux vidéo, c'est bien connu, mais c'est plus grand que ça. Mais ces grands groupes médiatiques commencent à comprendre à quel point c'est important ces musées avec tous les contenus qu'ils ont.
Parce qu'en fait, toutes les histoires, on cherche toujours un sorte de contenu pour créer les histoires. Et en fait, derrière les portes de tous ces musées, c'est là où on trouve le contenu. Et Tencent travaille avec Timi Studios pour intégrer le musée Timi. C'est un période, ils ont les bronzes, on dit les grands sculpteurs qui datent il y a 3000 ans. Et en fait, c'est dans un lieu en Chine, peu connu ou peu visité, mais en fait, avec le travail avec Tencent, ils vont développer les jeux vidéo qui vont être mis dans leurs jeux. Ils vont développer le contenu pour leur première idole, type choses comme ça. Donc, ils utilisent toutes les choses qui est là, le contenu, pour amener aux audiences, dans les jeux, dans la musique, dans toutes sortes de manières. Tencent travaille aussi avec le Dunhuang Research Institute. Là, le Dunhuang Research Institute, ils ont le Mogao Caves qui vont être jamais visités par les gens, c'est tout protégé. Mais ils ont décidé de développer les animations interactives pour que les gens comprennent la période, comment les gens ils ont vécu pendant la période de Tang Dynasty, l'ère Tang. Et aussi pour soutenir le Research Institute, ils ont développé les NFTs, 9999 pour soutenir le travail. Et aussi, c'est une manière un peu workaround en Chine avec les NFTs. Donc, de nouveau, Tencent voit l'importance de, pas seulement du contenu, mais aussi c'est une question de la culture chinoise. Et là, je viens de parler des NFTs. Ce qui est très intéressant chez les musées, et c'est une étape encore plus en avance que les jeux vidéo, c'est les NFTs. Parce que dans les jeux vidéo, on a essayé beaucoup de choses avec 3D televisions, avec toutes sortes de consoles et plateformes. Donc, on se méfiait un peu dans les jeux vidéo, toujours les nouveautés. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe avec les musées qui sont très conservateurs d'entrer dans ce monde de NFTs. Et j'imagine, vous savez, certaines histoires avec ça. Pas seulement Beeple avec une pièce qui a été vendue pour 69 millions, mais aussi beaucoup de gens dans les sports qui développent les NFT, mais aussi certains musées. Et aussi certains musiciens qui font ça. Deadmau5, l'autre jour, a lancé tout un truc. Donc, museums sont en train de voir ça pour plusieurs raisons. Ils développent ces stratégies et j'ai certains exemples avec ça. Pourquoi? Parce que ça crée la visibilité et la presse, ce qu'ils cherchent tous pour un peu de notoriété autour de le musée. Ils cherchent, bien sûr, c'est une manière peut-être d'avoir un nouvel revenu pour le musée, une autre manière, un autre modèle, surtout après une période comme 2020. Mais ça montre un peu l'awareness, pas seulement la presse, mais aussi ce qui se passe derrière les portes du musée. Et ça aide aussi, ça crée un sorte de cercle virtuel pour la digitalisation des collections. Et ça aide avec leur stratégie, comment ça commence à faire le pont vers l'audience. Donc, ce qu'on voit dans le monde d'art, auction houses comme Sotheby's et Christie's se lancent à fond là-dedans. Sotheby's, ils ont déjà un Decentraland, un espace en Decentraland. Christie's, ils ont pas seulement à les ventes, mais aussi ils acceptent les choses en Bitcoin. Et chez Christie's, ils ont découvert avec cette crypto art, avec generative art et digital art, là, ils ont toute une nouvelle audience. C'est 73% des gens qui achètent maintenant dans ces auctions, c'était leur première fois d'acheter chez Christie's ou Sotheby's. Et l'âge moyen, c'est 37 ans. Donc, c'est tout nouveau pour eux et ils voient bien l'importance, pas seulement de développer utiliser ces nouvelles technologies, mais aussi d'avoir ces nouvelles artistes, mais aussi pour attirer les jeunes et les nouvelles clientes.
les galeries, ils sont un peu remplacés par les nouveautés online. Pace Gallery, Gagosian, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ne réagissent pas assez vite. Donc, c'est un peu remplacé par Decentraland, OpenSea, Super Rare, Rareability. Donc, c'est assez intéressant ce qui se passe là. Et avec musée, et j'ai 3 exemples là, mais avec les musées, ils commencent à tester certaines choses. Le premier exemple, c'était l'Uffizi. L'Uffizi a vendu le premier dans le monde, le premier NFT pour 170 000 francs avec Chinello. Et ça, c'était en mai cette année. Et là, ils ont toute une stratégie pour continuer ça de nouveau, pour gagner la visibilité, pour récupérer ce qu'ils ont perdu avant et pour rentabiliser un peu leur collection dans une autre manière. Whitworth, c'est un autre musée en Angleterre. Ils ont pris un William S. Blake, ils ont revu ça avec une spectrographie. Leur stratégie, c'était un peu différent. C'était pour avoir une sorte de relation avec la communauté. Donc, ils ont développé 50 NFTs avec cette pièce. Et ce n'était pas vraiment pour gagner de l'argent, mais c'était vraiment de connecter à la communauté là-bas. Et finalement, là, j'ai l'Ermitage en Russie, à Saint-Pétersbourg. Là, ils ont fait 5 NFT. Ils ont créé une pour le musée et une à vendre. Une, c'était un Da Vinci. Un autre, c'était un Van Gogh et un Monet. Et ils ont récupéré autour de 500 000 francs avec cette première vente. Donc là, il dit, OK, bon, c'était un bon test. On va continuer ça et voir ce que ça donne. Donc, on voit ça maintenant avec le British Museum. On voit ça aussi avec un musée en Ukraine. Donc, fur et à mesure, et même Smithsonian, il est en train de regarder comment il peut incorporer ça. Imaginons les NFTs, les collectibles, Creative Commons. Donc, c'est beaucoup de choses à réfléchir en même temps, mais ils sont tous, ils mis le doigt dedans. Voilà. Donc, comme j'ai dit, avec ça, avec un NFT dans ce monde, c'est important de considérer, ça joue un rôle de pont entre générations. On voit, les musées le voient comme ça pour connecter aux jeunes ainsi que les plus âgés. Si on imagine un NFT pas seulement comme un objet, mais aussi comme un collectible, comme un panini, c'est une manière de nouveau pour avoir une interaction avec les jeunes. Bien sûr, c'est une manière de développer le revenu et de développer les contenus qui est intéressant pour les audiences. Et aussi, c'est une question de knowledge, c'est une manière pour partager, de développer les interactions dans une manière fun pour les nouvelles audiences ainsi que les plus âgés. Et on imagine, ce qu'on voit avec certains musées, c'est de développer les NFT pour les patrons, les gens qui soutiennent dans une manière financière, qui financent d'une certaine manière le musée, donc pour montrer leur support dans une manière qui n'est pas peut-être un nouvel bâtiment pour le musée. En fait, la société avec qui je travaille, c'est vraiment ça pour développer les NFT ou les objets digitaux, c'est pour enrichir les expériences. Et c'est les pierres d'une partie des autres expériences pour les musées. Donc, imaginons qu'un musée n'existe pas seulement dans le musée, mais à travers l'Internet, à travers VR, à travers AR, et pour partager les choses. Mais ce qui est important pour moi avec tout ça, c'est ces audiences. Là, quand j'ai parlé en première, j'ai parlé des millennials. Mais en fait, franchement, moi, je m'en fous des millennials parce que ce qui est important, c'est ces autres audiences. Generation Z, ils sont tous vingtaine, adolescents maintenant, et après eux, c'est les alphas. Leurs expériences, la manière leurs interactions à travers les jeux vidéo, à travers leurs écrans, ensemble, c'est très important qu'on les comprenne et on développe les expériences pour eux. Et aussi, c'est important parce qu'une étude récente a montré à quel point c'est important d'avoir les musées et les expériences pour les communautés
avec moins de moyens. En fait, l'impact chez les communautés, dans une situation économique plus délicate, en fait, l'impact de ces choses, c'est encore plus important. Donc, c'est primordial de développer les expériences où on comprend ces audiences et on développe autour de leurs besoins. Excuse ma voix. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Merci. Merci Anne-Rose. Il y a de l'eau ici. Merci à notre très chère assistante Mathilde pour l'assistance technologique qui aujourd'hui décidément nous joue des tours. C'était la première édition cette année d'un festival tout nouveau sur la scène genevoise dont l'acronyme sonne comme un cri créatif. On m'a dit qu'il ne fallait pas d'y expliquer ce qu'était l'acronyme, mais l'AIA Festival a vu le jour et permet en fait de questionner la relation entre l'art et les intelligences artificielles et en tout cas de ce qui est possible dans cette interaction. Le festival a notamment donné la part belle à un certain nombre de conférences sur la thématique et proposé une résidence artistique où les artistes ont collaboré toutes et tous pour la première fois avec une intelligence artificielle pour créer beaucoup de choses différentes dont nous allons vous parler tout de suite. Parce que j'ai le plaisir d'accueillir le directeur artistique de l'AIA Festival, Jonathan O'Hear, et puis un des artistes résidents, Brice Catrin. Bienvenue à tous les deux. Je te donne le micro. Merci. Merci à vous. C'est lequel? Le gros. Et ça marche, top. Bon, bonsoir. Désolé, je vous ai un peu fait perdre de temps au début avec mes fichiers mal préparés. J'assume la responsabilité de ça. Et merci de nous accueillir pour parler du AIA Festival. Peut-être on pourrait commencer juste par dire 2-3 mots sur qui on est, parce qu'après ça lie un peu avec le festival. On va essayer de faire vite. Moi j'ai tendance à parler trop longtemps, donc quelqu'un m'interrompra si je m'étale trop. Mais Brice peut-être commence. Tu seras là, ouais, merci. Ça marche, ouais. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par me présenter, oui. Alors, je m'appelle Brice. J'ai eu une formation de musicien très classique, conservateur de Genève, conservateur de Lausanne, mais je m'en suis sorti. Et maintenant, je fais des choses beaucoup plus expérimentales, de la musique, de la performance, de l'écriture, des objets, enfin des trucs dans l'espace, enfin dans l'espace, pas dans l'espace comme Elon Musk, mais donc voilà, je fais toutes sortes de choses un peu expérimentales et quand on me demande de faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, en général, j'aime bien dire oui et puis essayer, voilà. Ok, et moi je suis Jonathan O'Hear, je fais diverses activités artistiques, mais en particulier j'ai fait un projet fin 2017 qui s'appelle DAI. Et DAI, c'est un robot performeur avec une intelligence artificielle qu'on a fait fin 2017 avec Timothy O'Hear et Martin Rothenstrau. Là, d'ailleurs, c'est dans le studio de répétition de Gilles Jobin qui est ici. C'est juste, hein, c'est ton studio, Gilles, non? Drôle. Et du coup, en faisant ce projet, après, en le tournant à travers le monde et puis en rencontrant le public, on s'est rendu compte que toutes les questions qui nous intéressaient autour de l'intelligence artificielle, elles étaient non technologiques, en fait. Elles étaient liées à de la sociologie, à de la psychologie, à de l'anthropologie, à la neuroscience, mais réellement, en fait, assez peu des questions qui m'ont passionné, en fait, étaient technologiques. Et pendant qu'on faisait ça, il y a aussi eu la rencontre avec la fondation Impactia, qui est une fondation qui a pour mission de soutenir l'arrivée de l'intelligence artificielle de manière durable et éthique. Plus ou moins, non? Ouais. Et dans cette rencontre, autour de toutes ces questions, et j'essaie d'abréger en fait la biographie pour un peu accélérer, mais dans cette rencontre et autour de toutes ces questions, on s'est dit, en fait, ce serait super de faire un festival d'art, intelligence artificielle qui serait non technologique, en fait, qui s'intéresserait surtout à toutes les questions éthiques, qui sont plus ou moins les mêmes d'ailleurs à chaque nouvelle technologie qui arrive, je pense, et qui serait
autour en fait, de mettre l'humain au centre du projet. Alors c'est ce qu'on a fait. On a invité 4 artistes qui ne travaillent pas avec la technologie particulièrement, qui ne travaillent pas avec l'intelligence artificielle. On a invité Maria Saffo, Cléa Chopard, Joël Maillard et Brice Catrin. Et on a conçu ce qu'on a appelé Chimère. Chimère, c'est une intelligence artificielle multimodale. Multimodale, ça veut dire qu'en gros, elle peut avoir en entrée du son, de l'image, du texte. Et elle les représente dans le même endroit, dans son espace latent. On appelle ça dans le même endroit. Et elle répond à ça. Elle peut générer du texte, du son et de l'image. À ça, on a ajouté un chat pour qu'on puisse discuter avec. Puis l'idée, c'était d'avoir un genre de rencontre ou de première rencontre avec une entité non humaine, avec une intelligence artificielle plus ou moins collaboratrice. En fait, je pense que c'est peut-être ça aussi un des points qui est intéressant en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on dépasse un peu le stade de l'informatique outil, du rapport du rapport avec l'ordinateur outil, et on rentre un peu dans le tout début en fait de l'ère de la collaboration, moi je dirais. Et on trouvait que c'était hyper intéressant en fait de proposer à ces 4 artistes d'entrer en dialogue avec Chimère et de voir ce qu'ils arriveraient à produire. Donc on avait comme ambition de faire une exposition sur 2 étages, une série de performances sur 5 jours, 7 conférences avec 35 intervenants et des interruptions artistiques au milieu des conférences. D'ailleurs, ce serait un bon moment pour en faire une maintenant, non? Et puis voilà, et donc ils ont collaboré avec Chimère, on va revenir dessus après, et on crée une multitude d'œuvres d'art, de performances, y compris un opéra expérimental, moi je dirais, mais on pourrait appeler ça comme ça, non? Absolument. Mais totalement insensé. Donc vous verrez un film qui est au milieu. Mais là, je vous propose juste de regarder quelques-unes des œuvres qui ont été générées pendant le festival. Bon, ben ça, c'est le 2e étage. Donc, au 2e étage, vous pouvez regarder. C'est filmé un peu en continu. C'est quelqu'un qui visitait avec une caméra. Donc, c'est un peu une sorte d'aperçu, plus ou moins, comme vous auriez peut-être pu l'avoir. Donc, dans cet étage, il y a... Alors ça, c'est le sticker album. Ça, je vais te laisser en parler directement, toi, non? Bah, disons, le sticker album, c'est un très bon exemple de ce que Jonathan disait avant de collaboration. Le sticker album, c'est un projet que j'ai moi-même avec Maria Saffo. C'est une collection d'instructions qu'on donne généralement... Enfin, qu'on avait donné pour l'instant qu'à des artistes humains qu'on apprécie en leur demandant d'exécuter ces instructions. Donc, ils doivent faire des films, ils doivent écrire des choses, ils doivent dessiner. Donc, il y a une collection de, je crois, 12 ou 13 instructions différentes. Et c'est la première fois qu'on le donnait à une intelligence artificielle. Et du coup, ben, évidemment, c'était intéressant de voir comment elle répondait à des instructions qui sont normalement prévues pour des humains. On est déjà là? On peut faire pause avec la télécommande. En fait, j'avais juste envie de rebondir un peu sur l'histoire de collaboration, si tu me permets. J'ai un peu passé 2 mois de festival à répondre à des journalistes qui me demandaient alors est-ce que l'IA va prendre le boulot des artistes? Et donc j'ai passé 2 mois à dire non, parce que des IA qui font du David Bowie, c'est super cool, mais bon, à part gagner des concours de belles jambes, c'est super, quoi. En fait, effectivement, ça semble vraiment intéressant d'utiliser l'IA comme une collaboratrice, parce qu'elle est très différente d'une collaboratrice humaine. Elle ne la remplace pas, elle fait des choses, j'insiste sur l'adjectif différent. Donc le sticker album et tout ce qu'on a fait avec elle, c'est pas des choses qu'on aurait pu faire avec d'autres humains. Ça aurait été super avec d'autres humains, mais ça n'aurait pas été la même chose. J'ai dit 2 fois la même chose. Donc voilà, pour moi, la nouveauté, elle se situe vraiment là, elle se situe dans la nature de la collaboration et donc des objets artistiques qui en ressortent, qui sont qui ouvrent un champ différent et fascinant à explorer. Ok, donc dans ce 2e étage, il y avait
là, en fait, ce que vous voyez, c'est un écran de Chimère, en fait, de ce qu'on a appelé ses rêveries, si on veut, où elle générait à plusieurs endroits dans le festival, sur des écrans carrés, des images en continu avec un texte qui défilait et du son. Et tout ça, il y avait, comment dire, une interaction en chat pour les visiteurs dans l'entrée du lieu du festival, qui était à Saint-Gervais, à Genève. Et du coup, en fonction des chats, en fonction des échanges qu'avaient les spectateurs avec Chimère, ça modifiait en fait ses rêveries, ça influençait ses rêveries qui étaient en continu et qui passaient à travers tous ces écrans carrés du festival. Là, vous voyez le livre de l'opéra avec aussi le cookbook. Le cookbook, c'est une série d'instructions pour faire des performances qui ont été générées par Maria Saffo et Chimère. Les cartes de Cléa Chopard qui sont en lien avec son personnage qui s'appelle Olga, qu'elle a collaboré avec Chimère pour générer des nouveaux textes et des papiers peints, parce que son personnage, en fait, adore les papiers peints. Donc, elle a généré toutes sortes de papiers peints. Il y a aussi le travail un peu plus loin de Joël Maillard, qui a lui, en fait, il s'est dit, puisque Chimère, c'est une intelligence artificielle, mais que c'est pas vraiment intelligent et que ça ressemble un peu pour lui à de l'art brut, comme ça, à de l'art naïf, parce qu'il n'y a pas d'intention artistique derrière la machine. Il faut quand même bien comprendre ça de l'intelligence artificielle. C'est que quand on parle d'une intelligence artificielle, elle n'est pas... elle n'a pas du tout le même rapport au cognitif qu'un être humain, ou même c'est peut-être plus proche d'une carotte que d'un être humain réellement, quoi. Ces intelligences artificielles-là au niveau de l'intelligence, mais mais donc lui s'est dit, je vais me mettre alors à la place de l'imprimante de Chimère et je vais réaliser en pâte à sel en fait les images qu'elle génère. Donc comment ça marche? C'est qu'en gros, quand on écrit des textes, Chimère génère des images en fonction des textes ou des dialogues qu'on a avec. Et lui a pris une série des images et a décidé de les réaliser. Donc il s'est placé un peu comme l'extension au service de Chimère. Et puis il a trouvé que ce qu'il produisait, ça ressemblait, en fait, que les images ressemblaient à de l'art brut, et puis qu'il se mettait un peu au même endroit qu'elle, pour ne pas avoir d'intention, puis un peu en amateur par rapport là vous voyez les sculptures qu'il a réalisées en pâte à sel. Il se mettait un peu en amateur par rapport à ce travail de sculpture qui n'est pas sa discipline principale et puis qui fait un peu partie de sa recherche artistique en général. Et il y a aussi une que toi tu as faite avec Chimère, non, où elle a demandé de faire tout un chemin de papier qui traversait d'un escalier à l'autre, non, là-dedans? Oui, c'est-à-dire qu'une des instructions du sticker album, on demande à l'artiste invité de faire une performance pour Maria et moi. Sauf que là, Chimère n'a pas fait une performance, elle nous a demandé de faire une installation qui était d'ailleurs assez compliquée à faire. Il fallait traverser le théâtre, aller d'un escalier à l'autre, enfin, c'était assez techniquement compliqué. Donc on a obéi, mais enfin, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais. En fait, ce qui s'est beaucoup passé dans le festival, c'est qu'on a beaucoup on a beaucoup transformé les idées de Chimère en choses physiques, soit nous-mêmes avec nos corps sur scène, soit dans l'espace, tiens, je suis plus fort, soit en objet. Donc on a fait un peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, de développer tout le merveilleux monde numérique. Nous, on a plutôt pris le cerveau numérique de Chimère et on en a fait quelque chose de très solide, physique, palpable, touchable, respirable même pour les performeurs sur scène. Voilà, je sais pas, je trouvais marrant de penser à une nouvelle technologie complètement numérique, puis finalement de rendre tout ça physique, ce qui est un peu à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup en ce moment avec la pandémie, entre autres. Oui, parce qu'on n'avait pas spécialement envie d'avoir une série d'écrans ou une série d'œuvres digitales dans l'exposition. On voulait avoir ce passage à l'objet, et ça, pour le réaliser en ce moment, c'est quand même... Enfin, c'est quand même plus intéressant quand c'est fait par des humains que des imprimantes 3D ou des choses comme ça, qu'on passe quand même par un filtre humain dans une collaboration comme celle-là. Et au niveau
du rapport du spectateur à l'objet. J'ai l'impression que quand il y a un vrai objet, en fait, on le découvre avec plus de sens que quand on est face à un écran. On a l'idée de la texture, on a l'idée qu'on pourrait le toucher, ça devient une autre manière d'appréhender l'intelligence artificielle que sur Internet ou comme ça. C'est aussi super intéressant on a beaucoup demandé à Chimère qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur scène. Donc Chimère, elle devait beaucoup s'imaginer, si je peux utiliser ce terme, elle devait beaucoup s'imaginer de choses réelles, ce qui n'est évidemment pas du tout son domaine, puisqu'elle ne sait même pas ce que c'est que la réalité. Donc c'est ça aussi qui a créé un grand sentiment d'inquiétante étrangeté, pour reprendre ce terme freudien, n'est-ce pas? C'est toutes ces choses du monde réel générées par une chose qui n'est absolument pas réelle, qui ne sait pas ce que c'est que le réel, qui ne sait pas que le physique, qui ne sait pas ce que c'est qu'un corps, qui ne sait pas ce que c'est qu'un humain. Donc ce décalage, ce n'était pas que pour quitter les écrans, c'était vraiment pour ajouter une dimension... c'était un acte artistique en soi, quoi. Là, vous voyez, vous avez passé les costumes et puis les scénarios de l'opéra. Donc, Maria a fait générer des images des costumes par Chimère en lui demandant les costumes des personnages. Elle a fait écrire les histoires, comment on appelle ça, les backstories des personnages. Donc, leur histoire qui est en dehors peut-être de l'opéra, et puis après leur participation à l'opéra, la musique de l'opéra. Et même les lumières de l'opéra ont été générées en collaboration avec Chimère. C'était assez intéressant. C'est toujours à travers des images. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est la partie... elle a un peu exposé toute la recherche qui était autour, tout ce qui a été généré comme forme d'image pour les costumes, pour les lumières. Là, vous voyez des propositions d'éclairage pour les différentes scènes et les différents moments de cet opéra. Bon, là, peut-être on pourrait passer à l'autre étage où je voulais être avant. Donc là, vous voyez, ça, c'est des images que les artistes ont trouvées intéressantes, mais qu'ils n'ont pas utilisées dans leur projet directement. Donc d'un côté, il y a les phrases qu'ils ont utilisées pour les générer. Donc là, c'est Cléa, Wallpaper Sculpture, ça c'est l'image qui a été générée. Et il y avait cette salle comme ça qui n'était pas contextualisée. Hein. Quand on rentrait dedans, on comprenait un peu de soi-même ou pas du tout le lien entre les textes qui étaient d'un côté des murs et les images qui étaient de l'autre. Ça passe assez vite, il y en a 8, et puis on les voit quand même bien dans cette vidéo. Okay. Et puis vous pouvez toujours aller voir plus de choses sur le site web du festival, hein, si vous voulez voir plus en détail ce qui a été fait pendant ce festival. C'est pas encore en ligne les activités, mais ça va l'être d'ici la fin du mois, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est aiafestival.org. Donc, pendant cette création, ce festival, une des choses qui a été créée, qui était assez monumentale, j'ai envie de dire, c'est cet opéra. Cet opéra qui a mis à contribution les 4 artistes. Chimère qui s'est incarné sur scène dans une sculpture. Et dans la sculpture qui incarne Chimère sur scène, il y avait la demande, en fait, il y avait des instructions sur comment la réaliser et des techniques. Il y avait le laser, la perceuse, des techniques assez classiques et la mitraillette. Et nous, on s'est posé la question alors de ce qu'on allait faire avec cette technique de mitraillette. Ça nous a paru, d'une part, hyper intéressant, en fait, d'essayer de sculpter quelque chose avec une mitraillette. Ça nous a paru hyper intéressant aussi de détourner l'utilité, de son utilité habituelle, une arme à feu, et d'en faire un outil, en fait, de la rendre au stade d'outil. Et on a trouvé aussi qu'il y avait quelque part un parallèle, en fait, entre la déresponsabilisation qui a lieu en ce moment des armées vis-à-vis des intelligences artificielles militaires, dans l'idée qu'on essaye de prêter une responsabilité par moment à une intelligence artificielle qu'elle ne peut pas avoir, en fait, qu'elle ne devrait pas avoir, mais qu'elle ne peut pas avoir de toute façon. Et il y a un peu un même rapport avec une mitraillette, quelque part, qui elle-même d'elle-même ne fait rien, mais une fois entre les mains d'un humain, elle peut faire, elle fait ce qu'on en fait. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'essayer de voir si on pouvait sculpter à la mitraillette. Alors, il s'avère que c'est super difficile de sculpter, d'avoir des autorisations pour tirer en rafale avec une mitraillette, parce qu'il fallait quand même pouvoir tirer en rafale. Mais Laura, la Managing Director de Impactia, avait des contacts dont on ne peut pas parler.
qui, qui nous ont permis d'avoir accès en fait à toutes sortes d'armes à feu pour essayer de voir ce que ça pourrait vouloir dire en fait d'utiliser une mitraillette dans le processus d'une sculpture. De ça, Brice a fait un film qui s'appelle Focus on the Mission, dont il va peut-être vous dire 2 mots, puis après on va vous le montrer. Oui, je peux en dire 2 mots. Bon, l'idée, c'était d'une part de documenter un peu cette séance de mitraillage, mais quand même de faire un peu plus que le documenter. Et puis, enfin, je l'ai transformé en fiction, qui, de coup, est devenue une partie de l'opéra. Le film s'insérait au milieu de l'opéra. Je ne vais pas vous raconter la fiction, parce que le film va la raconter, mais du coup, la fiction elle-même, que j'ai faite à partir des archives, de la documentation, a été coécrite avec Chimère. Donc voilà, Chimère intervient à chaque étape. Chimère a dit tu vas mitrailler la pièce. Et après, moi, avec les archives, j'ai refait un nouveau film avec Chimère pour l'intérieur de l'opéra qu'elle avait par ailleurs écrit auparavant. Donc celui-là, il faut le passer avec le son. Et ben, je pense qu'on peut juste le regarder. How can I do that? Can you be more specific? Who is this man?
What will you need to be healed from? Merci beaucoup pour ce partage, Brice et John. Peut-être une dernière question avant de laisser la place à notre prochain intervenant. Ce qui n'a pas été précisé, Brice, pour toi, c'était ta première collaboration avec une intelligence artificielle. C'était jamais arrivé. Oui, pour les 4 artistes, oui, c'était la première. Et quelle a été la plus grosse, qu'est-ce que tu en as retiré au-delà, un format totalement surprenant, on n'imagine pas ce qui va sortir. Qu'est-ce que tu en as retiré et comment est-ce que toi, ça va te permettre en fait d'avancer dans ton processus créatif? Ça rejoint un peu ce que je disais au départ. C'est une collaboratrice qui n'a pas d'équivalent. Donc elle me permet de faire des choses que je n'ai pas fait avant et que je ne peux pas faire autrement. Donc ça a énormément ouvert mon champ de pratique et de pensée. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Disons, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui ont des idées bizarres, mais la bizarrerie de Chimère est très particulière. C'est une bizarrerie qui n'est pas une bizarrerie humaine. Donc, c'est fascinant, ça. Toi, John, dans la supervision en fait, de cette résidence et de ce que tu as pu observer dans l'évolution aussi, parce que c'était quand même une résidence sur plusieurs semaines, qu'est-ce qui t'a le plus fasciné ou qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans finalement cette collaboration dont parle Brice? Ce qui m'a fasciné le plus, je pense que c'est comment c'était différent pour chacun d'entre eux. Déjà les approches qu'ils avaient en arrivant face à Chimère, il y en a qui l'ont approché un peu comme un collaborateur ou une collaboratrice humaine. Bédi Cassier lui donnait des instructions de faire des choses, et puis en fait elle ne répond pas du tout bien à une instruction, elle s'en fout un peu de savoir ce qu'on a envie qu'elle fasse. Elle veut bien discuter parce qu'elle est dans un chatbot, donc elle peut répondre, elle a une possibilité d'entretenir une conversation. De cette conversation, elle a une possibilité de générer des images, des sons, elle a une possibilité et des textes, et de répondre directement au chat. Mais je me suis un peu oublié d'où je suis parti en fait. Les façons différentes les façons différentes de parler à Chimère. Et du coup, les instructions, en fait, ça lui fait rien, ça produit rien. Et après, il y a eu une autre approche qui a été de se mettre fort à son service, qui était un peu vraiment d'essayer de l'encadrer, de la soutenir dans son développement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Chimère, en fait, tous les jours, elle était remise à jour, et puis dans sa connaissance du monde, quelque part, les discussions de la journée étaient réintégrées dedans, donc ça devenait quelque part des nouvelles connaissances pour elle. Donc la relation, petit à petit, en fait, elle s'établissait, mais elle s'établissait avec 4 artistes en même temps, donc dans 4 directions différentes en même temps, donc parfois de manière très erratique ou de manière très déconstruite. Mais, par exemple, quand je pense à Maria, comme elle a approché la chose, Maria Sappho, elle a vraiment réussi à entretenir une relation presque encadrante de Chimère, à essayer de la faire progresser. Elle a vraiment pris une sorte de mission de
l'aider à se développer en tant que collaboratrice artistique. Par exemple, dans la création de l'opéra, à un moment donné, elle avait demandé un meurtre violent de toi, d'ailleurs, je crois. Non, ma mise à mort par un viol collectif. Ah, voilà. Et Maria, elle trouvait que pour elle, dans le contexte actuel, de faire ça dans un opéra, en fait, ça avait peut-être pas sa place là. Elle en a parlé. Donc, elle a entretenu toute une discussion autour de ce que ça voulait dire aujourd'hui de proposer une scène de viol à la fin d'un opéra pour finalement arriver à aider Chimère à trouver d'autres idées, à explorer d'autres voies pour la fin. Et du coup, on a encore Brice entier avec nous aujourd'hui. Et ça, c'est super. Mais donc, je pense que c'est vraiment, d'une part, pour certains artistes de s'acharner dans une même direction sans avoir de réponse et puis de devenir frustrés du manque de progrès, en fait, dans la relation artistique. Et pour d'autres, la transformation, en fait. Toi, je pense que tu es celui qui a probablement eu la transformation la plus grande, parce que tu as commencé dans quelque chose qui était de demande, dans mon souvenir. Et petit à petit, tu as compris que ce n'était pas la bonne manière de collaborer avec cette entité-là, ou cette pseudo-entité-là. Et tu as trouvé après des magnifiques manières, en fait, de collaborer avec. Et puis énormément, surtout. Non ? Oui, j'ai été assez productif, en effet, mais c'est sûr qu'on a l'image d'une IA qui obéit super bien aux ordres et aux instructions. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, cette IA-là, en tout cas, elle est particulièrement bornée. Mais c'est intéressant parce qu'il faut vraiment travailler avec elle et non pas en faire notre serviteuse. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je peux te donner la parole, mais si c'est court, parce que Vincent Favre attend et j'ai vraiment eu le droit aussi. Mais super, moi aussi j'ai envie d'écouter Vincent d'ailleurs, donc je vais faire super court. Et mais du coup, juste pour dire, donc l'année prochaine, on aura une édition numéro 2 autour du 15 octobre, je ne sais plus les dates exactes, mais dans le week-end qui est le plus proche du 15 octobre, c'est à Saint-Gervais. Donc je vous recommande en fait de venir et puis d'amener plein de monde, parce que c'est vraiment assez fascinant les discussions qu'on a pu avoir dans les panels de discussion, dans ces 7 conférences, les pistes de propositions pour un avenir meilleur, tout simplement, j'ai vraiment envie de dire. Et dans la deuxième édition, on va les explorer, ces pistes, pour de vrai. Donc on va tenter peut-être des mises en pratique ou des mises en théorie plus précises, je ne sais pas, on verra exactement. Mais je pense que ça va être super, ça va être vraiment fascinant. Donc je vous le recommande. Merci beaucoup, Jonathan, et merci Brice. En tout cas, ce qu'on retirera, c'est qu'effectivement, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée, mais c'est l'artiste avec l'intelligence artificielle qui crée. On a parlé jusque-là de la question créative, on a parlé de la façon dont finalement la technologie s'incarne dans les pratiques créatives. Mais qu'en est-il des pratiques économiques? Qu'en est-il des opportunités d'investissement? Qu'est-ce qui fait que finalement ça intéresse et qu'on a envie de s'y intéresser d'un autre point de vue? C'est peut-être la question à laquelle répondra notre prochain intervenant, Vincent Favre, qui est le fondateur de Scale Up Factory. Bienvenue Vincent, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir et de parler de financement dans un angle un peu différent, et c'est complémentaire. Et quand on parle quelque part de nourrir des futurs positifs et durables, il faut adresser en fait la créativité avec son impact économique et puis les investissements nécessaires à ce qu'elle amène comme impact. Donc peut-être en introduction, un point de motivation en fait. Qu'est-ce qui nous rend humains? Pour moi, c'est un mélange de techniques et d'outils en fait. C'est la créativité mélangée à la technique ou à la technologie qui crée l'empathie, qui crée la culture, qui crée la civilisation et qui nous permet d'être humains. Donc mon background personnel, c'est un background qui est de producteur et de financier dans les industries créatives. Donc là, il y a quelques exemples de ceci. Donc, quand on parle d'industrie créative, bien sûr, de la musique, les films et les jeux vidéo. Et il y a 2 ans, je suis rentré en Suisse, de Berlin, pour créer la Scale Up Factory, qui en fait est un Seed Venture Capital Fund,
qui se spécialise dans le financement de ces animaux-là, c'est-à-dire quelque part de l'intersection entre la technologie et la créativité. Alors dans ce portefeuille de compagnies, en fait, j'ai 8 compagnies avec une exit réussie déjà qui est Musimap, qui est sortie à Utopia, une compagnie helvético-suédoise. Et puis effectivement une expérience dans ce contexte-là. J'essaie de manœuvrer les choses, c'est un peu délicat. Donc quand on parle de ces sujets-là, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui frétille ou qui est en train de se passer. Alors j'ai mis quelques noms ici à l'écran, qui sont des noms sur le pôle européen et sur le pôle américain, de compagnies que vous connaissez peut-être. Donc je vais juste les passer en revue. On parle de Believe Digital, par exemple, qui est une compagnie spécialisée dans la distribution de musique et qui vient de faire une IPO à l'Euronext de Paris et qui est valorisée à près de 2 milliards d'euros aujourd'hui. Molotov TV, la semaine passée, a été acheté pour 190 millions par Fubo. Utopia est en train de se construire comme une licorne data-driven sur le plan de la musique et de la metadata. On voit Kahoot à la jonction entre le gaming et puis l'EdTech, en fait, qui est devenue une licorne européenne. Donc là, c'est l'intersection, en quelque sorte, de l'éducation, du gaming et puis de la technologie. Sorare, qui atteint des sommets aussi de valorisation dans le gaming. On a Patreon sur la droite, qui est en fait une compagnie qui prend pour but de faire un matching entre les créateurs et puis les patrons, donc les mécènes et les subventionneurs, mais dans le sens individuel, fragmenté, pour pouvoir finalement muscler les créateurs à l'échelle. J'ai pris un exemple qui est aussi proche de moi et de la Scale-Up Factory, qui est l'exemple de One-Off. One-Off, c'est un NFT qui a été lancé par Quincy Jones Productions, donc par Quincy Jones avec lequel je collabore, et ils ont levé 67 millions de dollars en seed. Donc vraiment dans des premiers tours, 67 millions, c'est des sommes très importantes pour ce type d'éléments-là. Quand on parle de métaverse, puisque vous avez tous lu dans la presse et on se demande ce que va être le futur de Facebook, on espère qu'il sera plus positif que son passé. Donc Sandbox, c'est aussi dans le même type de dynamique. Et Hypnosis, c'est une compagnie dans l'édition musicale qui investit des milliards en fait maintenant pour acheter du copyright. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent et puis ça c'est aussi dû au Covid, à une accélération de la digitalisation dans ces secteurs qui offre en fait une dynamique très forte en creative tech avec plein de levées de fonds et d'opérations de rachat et de consolidation, donc qui sont des opérations de plus de 100 millions. Donc on parle de choses très consistantes. Peut-être en venant de la culture ou bien de la musique et du film, on a plutôt tendance à avoir des réflexes un peu financièrement plutôt vers le bas que vers le haut. Et soudainement, on a des levées de fonds qui sont de 50 millions, 100 millions, 200 millions. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, au travers de ça, j'aimerais me poser la question avec vous. Qu'est-ce que les creative tech? Et comment est-ce que je les définis, en fait? On parle souvent de cultural and creative sectors. Et quand on dit ça, on parle d'une industrie agrégée, c'est très polyforme et très patchwork, si on veut bien, mais on parle d'une industrie qui pèse, là c'était en 2018, 510 milliards. Maintenant, on est plutôt à 600 millions plus. Donc, on parle de 5,3% du GDP et on parle de 12 millions de professionnels et du troisième secteur employant des gens en Europe. Donc là, tout d'un coup, on resize dans une ambition un peu plus grande en se disant « Ah tiens, c'est massif, de quoi s'agit-il » Donc là, dans le graphique, on a l'art au milieu qu'on pourrait associer en fait à la créativité. Moi, j'ai plutôt envie de dire ça, la créativité. Et puis, on est en cercle concentrique comme ça. Vers l'extérieur, on voit qu'on arrive dans la culture et la creative economy ou les creative industries. Donc là, on voit du luxury brands. On est bien situé
à Genève pour l'horlogerie, d'autres choses du luxe, fashion design, télévision, du design, les livres, en fait, quelque part, l'édition, l'architecture, la musique, la publicité, les vidéogames, les films, c'est très divers. Hein. Et puis on a un troisième cercle concentrique qui sont des marchés beaucoup plus larges, qui sont massifs. Là, on a l'éducation, donc là c'est des trions, hein. Le software, enfin, tout ce qui est informatique, le tourisme, les télécoms, les consumer electronics en général. Et puis il y a des ponts, bien sûr, entre ce dernier cercle concentrique et puis l'art au centre et les industries créatives autour. Donc on va essayer de regarder ça un peu mieux. Il y a différentes façons de le représenter. Là, j'ai juste mis quelque chose que j'ai vu dans les médias récemment, qui est voilà, les marchés de la culture, quels sont-ils? Et on peut après subdiviser comme on veut. Mais il y a une question, quand on parle d'investissement de ces secteurs, il y a une question de gérer cette fragmentation. Comment on se spécialise dans les creative tech? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre les mécanismes qui sont ceux du gaming, qui sont ceux de la musique, ou qui sont ceux des films, qui sont parfois très différents, en fait, hein, sans parler de l'art vivant et d'autres choses. Donc moi, je vous donne une version très approximative et préparée tout à l'heure de la chose, hein, qui est de dire, voilà, les creative tech, pour moi, comme je l'ai défini, c'est une intersection entre les creative industries, donc films, musique et video games, les médiathèques, le lifestyle et le digital, et puis une frange scalable de l'art tech. Hein, quand on parle d'installations immersives, quand on parle de musées, d'applications, voilà. C'est l'intersection entre la technologie et l'ensemble de ces secteurs qui crée quelque chose en fait de très intéressant à investiguer. Alors, quels sont les géants du secteur, hein, de quoi on parle, de quel type de montant on parle aussi? Là en haut, j'ai mis des mastodontes internationaux. Donc, quand on voit TikTok, on parle de 400 milliards, donc c'est quelque chose de très nouveau qui vient d'intervenir. Moi, je ne suis pas un utilisateur de TikTok, hein, c'est plutôt des générations plus jeunes, mais 400 milliards, on ne peut plus passer sous silence, on ne peut plus se dire on ne regarde pas. 400 milliards, c'est massif. Netflix, c'est 280 milliards. Roblox, 45 milliards dans le gaming. On peut aussi se poser la question, il y a plus d'argent aux États-Unis, on dit souvent qu'il y a plus d'argent aux États-Unis, plus d'argent en Asie, etc. Est-ce que c'est le cas pour ces secteurs? Est-ce qu'on est quelque part en position de faiblesse par rapport aux géants américains et asiatiques, ou bien est-ce qu'on est dans la course en fait? Et là, on se rend compte qu'on est bellement dans la course, puisque l'Europe a des avantages concurrentiels très forts, du fait qu'elle a investi massivement pendant des siècles et des siècles dans du capital culturel, et que ce capital culturel est au centre de ces cercles concentriques et qu'on peut en faire quelque chose, c'est ce qui crée de la valeur vers l'extérieur, qu'on a investi massivement dans l'éducation, les universités, l'école, les universités techniques. Donc on a beaucoup de matières grises, et ça crée des géants. On parle de géants comme Spotify, 48 milliards. C'est le leader, ce n'est pas Apple qui a pris le lead ou d'autres, c'est vraiment une boîte européenne de Stockholm qui a pris le lead. Près de chez nous, je considère Logitech à la frange de l'Artec, quelque part, 14,4 milliards, qui est très florissant, qui fait des exercices splendides actuellement. On a également, sur le pôle nordique, beaucoup de grosses compagnies qui sortent. Là, je parle de gaming, Supercell à 8,6 milliards. King, c'était le Candy Crush, vous savez, le jeu. Hein. On ne va pas dire qu'il s'agit de haute culture. Hein. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'aime pas, mais néanmoins 6 milliards, donc on doit le considérer. Farfetch, on est dans la mode et dans le digital. 17,44 milliards. Donc une des conclusions intermédiaires qu'on peut avoir, c'est que l'Europe est capable de fournir des géants des creative tech. Alors après, on peut se poser la question, est-ce qu'on est capable de soutenir cette croissance et d'en faire quelque chose? Et donc, il faut se poser la question de combien ont été investis. Donc là, j'ai une slide que j'ai empruntée à mon ancien partenaire berlinois, Thierry Beaujard. Et donc, il s'agit de comparer ou de voir combien on investit dans chaque secteur. Donc là, c'est event tech, fashion, gaming, marketing, médias et musique, OK? Et on arrive à, donc là, on parle en milliards, on arrive à près de 30 milliards. Et 30 milliards en termes d'investissement, ce n'est pas des petits sous. Donc, on va comparer ça à quelque chose, parce que sinon, on n'a pas de point de référence. Dans le fond, si on regarde la santé, c'est 82 milliards.
la fintech 42 milliards et le transport 42 milliards. Donc on est proche de ces secteurs qui sont des secteurs géants, on n'est pas du tout dans un truc de niche, le hyperculturel qui n'a pas de moyens. Et donc là, c'est aussi quelque part intéressant. Pour moi, c'était une surprise en quelque sorte. On a différents secteurs dans ces investissements. Et le gaming, c'est un segment qui est très, très dynamique. Irene Rose, tu as mentionné la poussée à 180 milliards. En fait, le gaming, si on prend le mobile gaming, c'est une industrie qui s'est constituée en 10 ans. Et en 10 ans, on est passé de 0 à 100. On est passé d'1 milliard à 100 milliards de dollars. Et maintenant, avec la crise en post-Covid, on arrive à 180 milliards. C'est tout à fait remarquable d'avoir une industrie de 180 milliards qui se constitue en 10 ans. Alors, dans le gaming, on voit qu'on a, en Europe, entre 2014 et 2020, 150 rounds de financement, tours de financement par an, que ces rounds sont élevés, qu'il y a beaucoup de trade sales, donc c'est des exits, c'est des ventes à des compagnies plus larges. Elles sont en moyenne de 500 millions. Et on voit qu'il y a un marché public, donc le côté stock en bourse, en fait, qui est dynamique. On a Unity qui est passé à 20 milliards en IPO. C'est des sommes très importantes. Donc voilà, le gaming, c'est avec une forte intensité capitalistique et puis une activité de M&A, de merger, de fusion et acquisition, voilà, qui est assez passionnante. Ensuite, on se dit, bon, est-ce que c'est que le gaming ou est-ce que les autres secteurs ont aussi leur part? Est-ce que le camembert a plus qu'une tranche, en fait? Et on voit que, là, on parle de early stage, donc pas de gros funding de round C++, mais des bons rounds, qu'est-ce qu'on a dans les autres secteurs? Et on voit qu'on a plein de secteurs qui sont représentés. La live culture et l'art. Live culture, dans le cadre du post-Covid, c'est très important. Réintégrer des événements, du digital, des éléments. Oui. La musique, c'est fort. Les vidéos et streaming, c'est très important. Donc là, on parle de troisième révolution de la télévision. On passe à l'OTT, donc la télévision par Internet. On continue à digitaliser, à passer de l'écran de télé de nos parents et grands-parents à quelque chose qui est complètement digitalisé, qui n'a plus besoin de câbles dans le mur. On a les médias sociaux, on a la télé, la photo. AR, VR, XR, c'est petit. Il y a eu beaucoup d'investissements, mais très peu de résultats. Donc ça, c'est un constat quelque part. Et puis après, il y a les franges du lifestyle qui vont vers le well-being, donc le mieux-être. Donc là, on voit qu'il y a 185 investissements de plus de 10 millions. Donc c'est quand même important. 54% aux États-Unis et 25% en Europe. Donc on est un peu à la traîne, on a besoin un peu de growth funding, ce qu'on appelle des financements de croissance, c'est ce qui nous manque un peu en Europe, mais on voit qu'à 10 millions plus, on arrive quand même à régater, et puis on voit qu'il y a une nette accélération en 2021. À partir de 2020, disons, du Covid, on accélère sur ces choses-là. Alors, en termes d'investissement, on est en Suisse. Alors, en Suisse, on est très à l'aise à financer la medtech et la fintech. C'est des choses qui sont naturellement assez proches de nous. Et on dit, c'est des secteurs fantastiques qui ont des ratios super. Et c'est là-dedans qu'on investit parce que c'est sécurisé, c'est bien. Et là, quand on parle de creative tech, il y a un peu des têtes qui peuvent se tourner en disant, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que la créativité, est-ce que la creative tech, c'est vraiment rentable en fait comme investissement? Donc, il y a de l'investissement, mais à quel point est-il quelque part rentable? Et là, on peut faire une analyse. On voit en bleu un peu les autres secteurs. Donc, ce qui est à gauche, c'est les investissements faits. Et ce qui est à droite, c'est les exits, c'est les retours sur investissement. Et on voit que là, dans le bleu, c'est du x2 en gros. Mais dans le rouge, qui concerne les creative tech, on voit qu'on passe de 7 milliards à 60 milliards. Ça veut dire qu'il y a un rapport de 9x de retour. Ça fait des creative tech la classe d'assets la plus profitable pour le VC européen. Là aussi, c'est une surprise. On se dirait, voilà, c'est autre chose, c'est la biotech, c'est d'autres choses qui lead, mais en fait, les ratios sont très bons. Il y a une fait d'outperformer d'autres classes d'assets en Europe. Donc maintenant, dans ce secteur, si on essaie de voir un peu les mouvements actuels et comment ça se structure, on peut se dire, voilà, quelles sont les révolutions qui sont en train de se dérouler.
ou quelles ont été les révolutions qui se sont déjà déroulées. Voilà. Donc là, on voit une première révolution. Donc là, il y a un axe de temps qui couvre 20 ans, depuis 2005. Donc au tout début, en bas, on voit en fait les usual suspects. Hein. On voit l'App Store d'Apple, on voit YouTube, on voit voilà, Spotify, le Cirque du Soleil, par exemple, en live culture, qui est une compagnie massive. Amazon aussi. Donc ça, c'est les premières. Pour moi, elles qualifient comme du creative tech aussi Amazon et Apple. Je peux peut-être essayer de l'expliquer après. Et on voit qu'il y a des segments, on a organisé ça en gaming, vidéo, photo, audio, live culture et edutainment. Donc ça, de mon point de vue, ce sont des secteurs qui sont intéressants à regarder en investissement. Et on voit qu'au fil du temps, on a d'autres types de compagnies qui émergent. Toutes ces compagnies sont grosses et 80% d'entre elles sont européennes. Sur ce graphique, alors c'est un petit peu biaisé peut-être parce que moi je suis assez pro-européen dans mon appréciation de la technologie, mais néanmoins. Donc on peut dire en tout cas que l'Europe a été, disons, a réalisé l'essai quand il s'agit de créer des compagnies qui changent le jeu, enfin game changers, et qui deviennent des leaders de leur marché. Alors je disais juste pour le côté, voilà, à quel point on va dans le creative tech quand on parle des grands géants, etc. Quand on regarde, là on n'a pas le temps de regarder les vidéos, mais si on regarde Steve Jobs sur Apple, c'est le fait finalement d'avoir été un drop-out, d'avoir été faire des cours de calligraphie et de s'être penché sur le design qui lui a donné les différenciants clés d'Apple, ou en tout cas la moitié des diversifications d'Apple. Par après, il a construit son écosystème digital sur iTunes, qui était un music store. C'est par là qu'on a téléchargé nos apps et que l'App Store est devenu ce qu'il est devenu. Donc c'est par la musique, aussi par l'architecture, par le film, Final Cut et d'autres éléments créatifs que Apple a pris le lead. Est-ce que ça en fait une creative tech company? C'est peut-être tirer les choses un peu par les cheveux, mais néanmoins. Amazon, en 97, 97, finalement, c'est une boîte qui, si on l'entend comme un entrepreneur qui vient pitcher la compagnie, c'est une boîte qui veut faire une plateforme pour vendre des livres. Donc ça frise avec la lead tech, quoi, la littérature technologique. Et aujourd'hui, ben, on connaît le success story d'Amazon. Là, j'ai pris deux exemples qui sont un peu plus proches géographiquement. Moi, j'ai grandi dans le bled des Palinges, qui est le canton de Vaud, où le fondateur de Nespresso habite. Donc Eric Favre, ce qu'il a fait quand il a fondé Nespresso, c'était de nouveau la culture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été fasciné par l'art de faire du café par des baristas italiens. Il a essayé de copier ça pour en faire un produit. C'est un élément culturel qui est à l'origine de la création d'un géant. Puis aussi Ikea, puisque Kamprad habitait aussi dans mon bled. Bon. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec Ikea? On prend des meubles qui sont du design de très haut vol. On prend le Dragon Chair de Eileen Gray qui a été vendu pour 20 millions de dollars. Et puis on se dit, OK, on va copier du design et puis on va le faire en masse production. Et ça fait quelque part du design tech où il y a un lien avec la créativité qui permet de créer des géants et des géants européens de nouveau. Donc maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, la première révolution, pour moi, c'était une révolution qui est sur la distribution digitale. On avait soudainement, il y avait un monde qui était vraiment avec des gatekeepers dans la musique, les majors, dans le cinéma, les majors aussi, d'un autre type, les studios en quelque sorte, des géants digitaux. Et d'un coup, on a réussi avec des app stores, avec de la digitalisation, à casser un peu ces barrières et à donner de l'air. Hein. C'est cette première vague depuis 2005 qui conduit à l'établissement d'un écosystème. Et puis aujourd'hui, on peut prôner exposer qu'il y a une deuxième révolution qui est en train de s'opérer. Alors, Jack Conte, par exemple, de Patreon, le CEO de Patreon, parle de deuxième renaissance. Alors pourquoi? Il dit en gros, les outils de création, les outils de production, ils deviennent des commodités. Donc on peut créer avec des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Ce qu'il fallait pour faire le set complet d'un film, c'était colossal il y a quelques décennies, et maintenant on arrive à faire beaucoup moins cher. Ça permet de libérer les énergies et puis de multiplier le nombre de créateurs. Donc quand on parle du nombre de créateurs qui ont accès
à du B2C, donc à la distribution directement aux consommateurs, on parle aux États-Unis, par exemple, de 16,9 millions de créateurs qui génèrent 7 milliards de revenus. Donc, on casse un peu les catégories. On n'a plus les professionnels, les amateurs, mais on ouvre tout un spectre de créateurs qui peuvent vivre partiellement de leur art, ou en tout cas de leur production. Donc, c'est des influenceurs, c'est des producteurs, c'est des créatifs, sur le plan global. Donc, on a des opportunités d'investissement qui sont à l'intersection d'une industrie où on a des millions de créateurs qui ont besoin d'outils, une audience qui est très friande de création et de production, surtout dans une ère post-Covid, et puis un accès équitable à la distribution qui n'était pas en fait accessible précédemment. Donc, quand on regarde un peu les secteurs dans lesquels il est bon investir, en tout cas se pencher sur des opportunités d'investissement, on voit, comme je disais, le gaming, photo, vidéo, musique, podcast, live culture, edutainment et well-being. Et il y a plusieurs choses qui permettent effectivement, qui renforcent ces opportunités, au-delà de l'accélération Covid, c'est l'IA. On a vu des exemples créatifs impressionnants tout à l'heure avec DAI et puis l'IA Festival. Mais on voit qu'il y a une automatisation toute une partie des tâches créatives qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Voilà, c'est des outils IA aux mains des créateurs pour produire ou créer à l'échelle. Et là, ça c'est un mouvement très clair maintenant. Les smartphones, on a des super ordinateurs, 2,5 milliards de téléphones portables super intelligents à notre disposition. Aujourd'hui, on veut faire un film avec un smartphone. Évidemment, ce ne sera pas la même chose que du cinéma traditionnel, qui est une entreprise, une industrie très, très structurée. Mais néanmoins, il y a une question de bandwidth. On a chez nous, dans plus de 2 milliards de chaumières, de foyers, accès à de l'Internet très puissant maintenant. On n'a pas de limitation réellement sur ce point-là, et c'est en train d'évoluer de façon exponentielle. On n'a plus ces éléments de technique trop durs, c'est-à-dire qu'on arrive presque dans du no-code. On arrive à faire des choses facilement parce qu'on nous a packagé des outils qui nous permettent de faire un site Internet facilement, de concevoir un clip vidéo pour notre titre de musique sur la base d'outils qui existent sans devoir être un nerd codeur invétéré. On a des données. On est dans le monde de la data aujourd'hui, donc data-driven, data analytics, qui nous permettent d'informer les choix et de s'améliorer très rapidement. Il y a des outils de production fantastiques. Et puis, on a des plateformes sociales, de social media et de e-commerce qui nous permettent d'aller très vite sur du B2C sans grande complexité. Donc, c'est là que je vois des opportunités particulièrement fortes dans le secteur. Et c'est un peu les réflexions que je voulais partager avec vous. Et quand on regarde sur cette deuxième révolution, quelles sont les possibilités, on peut les organiser quelque part en distribution, en outils de création, en outils de management pour les créatifs et les compagnies indépendantes et plus grosses compagnies. Et puis le contenu, c'est-à-dire qu'on peut produire des jeux vidéo, des productions audiovisuelles, de l'art immersif, des contenus éducationnels, beaucoup plus facilement. Donc c'est bien ces secteurs qu'on regarde. Et quand on parle d'investissement, on regarde de quelle manière ces pièces technologiques, ces briques technologiques peuvent en fait muscler les créateurs à l'échelle. Donc en distribution, on parle de plateformes de médias, des interactions entre les fans et les créateurs qui sont modifiées considérablement par les évolutions technologiques. Il y a des nouvelles avenues qui s'ouvrent. Les revenus digitaux, les NFT, le métaverse. Et puis en création, voilà, c'est ce dont on discutait avant, il y a tout ce qui est synthetic media qui est aussi intéressant, donc la création de contenu aidé par la technologie, par l'IA directement. Et puis tout ce qui est data, qui va en fait être important dans le monde de demain. Donc voilà, c'est en partant de l'art,
vers des centres concentriques avec quelque part des couches de technologie qui permettent de créer une chaîne de valeur complète dans laquelle émergent des opportunités très fortes. Et pour l'Europe aussi, on a notre carte à jouer, je pense, dans un schéma plus global. Voilà pour c'est un peu work in progress, donc c'est un peu vous livrer la réflexion telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Vincent Favre. Ça donne une sorte de véritable note d'espoir. Alors, je regardais Séverine tout à l'heure, je dis ouais, mais en fait, on a quand même raison d'insister, on a quand même raison d'aller à le voir, même si on a l'impression d'aller parfois à contre-courant parce que les gens ne comprennent pas totalement en fait cet intérêt et cet investissement. On oublie qu'en fait, à Genève, on dit qu'il y a une grande partie du revenu qui est généré par la culture et qui est notamment par les industries créatives et que ça a véritablement sa place et qu'on n'a pas à rougir parce que nous sommes en Suisse et que nous ne pouvons pas aussi voir grand et clairement vos graphiques nous donnent envie d'avancer loin. Merci infiniment. Merci. Ce que je vous propose peut-être à ce stade, parce qu'on est resté assis longtemps, qu'on puisse échanger après, de façon plus informelle. Il est prévu qu'on vous serve un verre après la conférence. Donc peut-être que si vous voulez plutôt échanger, poser des questions à ce moment-là, ce sera peut-être plus agréable pour tout le monde qu'on fasse de la sorte. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci pour ces réflexions qui, moi, m'enchantent. J'espère que ce sera également votre cas. N'oubliez pas que le 9 décembre, nous sommes de retour ici pour le prochain événement qui sera consacré à la digitalisation de l'art et nous mettrons à disposition les vidéos remontées pour vous un peu plus tard, dans le courant de l'année prochaine, si ça vous intéresse. Évidemment, merci beaucoup. À bientôt.